Bonjour à tous, bienvenue sur Paideia et sur ma première vidéo conseil de lecture. Je viens de recevoir mon cadeau puisque j'ai participé à un petit concours, à un tirage au sort grâce à la revue cinéma Positif que je remercie chaleureusement. J'ai bien reçu le dit cadeau que voici. Une autobiographie de Paul Newman, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire. Alors je peux pas vous faire un conseil de lecture de cet ouvrage sans vous parler de la pochette. C'est elle qui m'a interpellé et qui a fait que j'ai voulu participer à ce petit concours. Il s'avère que cette photo magnifique a été prise par Philippe Halsman, qui est un photographe talentueux, créatif et qui a travaillé avec quasiment tous les artistes du XXe siècle. Je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir son travail d'une créativité folle. C'est notamment celui qui a fait un des plus connus des portraits de Salvador Dali. En tout cas, qui m'a marqué étant jeune. Mais aussi celui d'Alfred Hitchcock, avec l'oiseau sur son cigare. Et notre Jean Cocteau national, portrait qui a été repris dans toute la presse, dans toute la littérature. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de découvrir son travail, tout ce qu'il a pu faire avec des artistes, notamment des artistes français. Et j'ai trouvé particulièrement sur cette pochette que, outre sa maîtrise du noir et blanc, qu'il avait réussi à nous faire transparaître le bleu des yeux de Paul Newman. Ça, c'est vraiment la marque des grands photographes, le fameux bleu des yeux qui lui ont permis de faire cette magnifique carrière. Donc voilà, petit hommage à Philippe Halsman, sans doute un des plus grands photographes du XXe siècle, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Donc cette autobiographie traduite de l'anglais par Serge Chauvin, un critique cinéma français, et mise en édition, disons, par David Rosenthal, est une sorte de ragoût, de patchwork, disons, d'assemblage de tout un tas de témoignages des proches de Paul Newman, de sa propre famille, de ses parents, de ses deux épouses, mais aussi de ses impresarios, des scénaristes avec lesquels il a travaillé. Donc ça permet de donner un peu de profondeur, en tout cas de perspectives différentes au récit, que je trouve très intéressante. Le fait aussi que ces deux filles, toujours vivantes à l'heure actuelle, ont préfacé et postfacé cet ouvrage. J'ai trouvé ça, pareil, très touchant. Une sorte de façon presque littéraire d'enlacer leur papa une dernière fois. Et les photos qui sont dans tout l'ouvrage, qui correspondent à chaque moment de sa vie, le début au cinéma, le début au théâtre, l'amour de sa vie, Joan Woodward, notamment dans Rachel. Ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup touché parce que c'est, à titre personnel, la génération de mes arrière-grands-parents. Et j'ai retrouvé, puisque la maman de Paul Newman est issue d'Europe centrale, j'ai retrouvé voilà, de ma propre famille des traits, une façon de s'habiller, une façon de se comporter aussi devant l'appareil qui a donné une touche encore plus intimiste à cette autobiographie qu'elle ne l'est déjà. Donc vraiment c'est très bien réussi. Ça m'a beaucoup touché, c'est facile d'accès et ça prouve aussi toutes mes intuitions. Je mets Paul Newman sur le même pied d'égalité que James Dean, malgré une fureur de vivre que Paul n'a pas, et notre cascadeur préféré, Steve McQueen. Parce que ce sont trois gravures de mode, parce que ce sont trois blonds châtains aux yeux bleus, parce que ce sont des acteurs qui sont mondialement connus et qui ont fait rêver tout le monde, et en même temps, j'ai toujours trouvé Paul Newman plus distant, plus froid, plus laconique, voire même taciturne. Et dans l'ouvrage, il y a des passages
qui montre que c'est un homme qui, malgré sa carrière, n'avait pas autant confiance en lui. Je vais me permettre de vous lire un tout petit extrait qui est pour moi très très révélateur de ce qu'il pensait. Page 126. À vrai dire, je voyais le talent comme une explosion palpable, une excentricité affirmée, un foulard qui s'enroulait autour du cou et vous guérissait de toute tendance à la convention. C'était être novateur, découvrir des choses, de nouvelles formes, de nouveaux styles. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir du talent parce que j'ai toujours été un suiveur qui accompagnait les autres en se contentant d'interpréter sans créer. Je suis certain que personne à l'Actor Studio ne me considérait comme un véritable acteur. J'étais simplement un beau gosse, un gamin très conventionnel qui se retrouvait plongé par accident dans ce bouillon de culture. J'ai trouvé ce moment vraiment parlant et ultra révélateur. Donc c'est intéressant voilà, de voir toutes les failles et toute la résilience qu'il a dû avoir, le travail qu'il a dû faire sur lui pour faire sa carrière. Parce qu'évidemment, Paul Newman, c'est une immense carrière. Je pense notamment à son premier film, sa première apparition dans Le Calice d'Argent, sorti en 1954 par Victor Saville, si je ne dis pas de bêtises, qui est un péplum en couleur que je trouve très convaincant, malgré des critiques acerbes et de sa propre part. C'est un film qu'il a toujours plus ou moins renié. Je trouve qu'il a la stature de l'empereur Auguste beaucoup plus que d'un artisan grec qui crée des calices. En tout cas, je mettrai tous les films dont je parle dans cette vidéo, le lien Amazon dans la description pour que vous puissiez voir ou revoir, découvrir ou redécouvrir tous ces films. Je pense aussi à Marqué par la haine, sorti en 1956, en noir et blanc, qui est, je trouve, très inspiré de deux films qui sont les premiers films de Stanley Kubrick, dans l'ambiance, dans la façon de travailler noir et blanc, dans le fait aussi d'avoir un rôle masculin qui vient des quartiers populaires et qui n'a que la boxe pour pouvoir s'en sortir et qui met tout dans ce sport. Je pense au Baiser du tueur ou à Day of the Fight, mais c'est un très bon film, en tout cas moi qui m'a marqué sans mauvais jeu de mots. Et évidemment je pense 2 ans plus tard au film qui a eu le plus de succès au box-office, succès d'estime, qui est La chatte sur un toit brûlant. C'est un film de Richard Brooks, 1958, et qui était non seulement un succès, mais c'était le film grâce auquel Paul Newman a réussi à installer un style dans le cinéma hollywoodien. Ce magnifique duo Je t'aime moi non plus avec Elizabeth Taylor, une sorte de vaudeville hitchcockien qui, selon moi en tout cas, vieillit bien. Pareil, le lien sera dans la description. Et c'est vraiment le début disons de l'envolée ou de la notoriété, de la vraie notoriété de Paul Newman qui fera que on appellera cet homme toute sa vie pour pouvoir travailler. C'est vraiment une carrière mirifique. Mais il le dit dans le bouquin, il a bien sûr des accidents de la vie. Il a perdu son fils, Scott Newman, parce qu'il a bouleversé, et c'est normal, c'est quelque chose qui a été marquant pour lui, et selon moi, c'est ce qui a créé sa double sensibilité. La première, c'est de s'investir beaucoup dans le caritatif. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi, qui a créé le Scott Newman Center, c'est-à-dire une association qui est là pour prévenir de la toxicomanie, donc parce qu'il a été traumatisé car son fils a fait une overdose, mais aussi la Newman Hound Foundation, qui est une sorte de groupe alimentaire qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis, qui va de la vinaigrette jusqu'à la limonade en passant par les pop-corn, qui est quasi une ONG, quasiment, qui a reversé donc tous ses bénéfices à des associations, à des œuvres caritatives, tout thème confondu. Il s'est intéressé aux minorités de l'époque. Il a donc malgré tout continué sa carrière dans le cinéma. Je pense notamment à deux
deux de ces films parce que c'était deux films réalisés par deux monstres sacrés du 7e art, que sont le Rideau déchiré d'Alfred Hitchcock, sorti en 1966, et La couleur de l'argent, sorti en 1986 et réalisé par Martin Scorsese, qui sont, si on peut dire, dans la carrière et dans l'œuvre de ces deux mastodontes, des films mineurs. C'est comme si son absence de charisme manifeste, ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas, ne pouvait pas solliciter ou susciter plutôt chez les réalisateurs des envies de miser sur des premiers rôles marquants comme Marlon Brando, comme James Dean s'il n'était pas décédé dans son accident. Et en même temps, il a su marquer de son empreinte très singulière une sorte de présence dans la non-présence, si on peut dire. Et ça a été voilà très très habile de sa part. Il a travaillé vraiment toute sa vie. Il n'y a pas une décennie où il n'a pas eu des propositions de cinéma. Il a également fait des publicités puisque ça a été une gravure de mode jusqu'à la fin de ses jours. Je pense notamment à la pub Paria où il jouait un Père Noël dans les années 90. Et d'autres films qui ont eu aussi beaucoup de succès comme L'Arnaque et L'Arnaqueur. Les deux sont très très bons également. Donc il a su vraiment gérer toutes ses carrières, notamment grâce à Joanne Woodward, qui est l'amour de sa vie. 50 ans de mariage, 4 enfants, avec laquelle il a pu travailler, vivre, et qui a, je pense, notamment après la mort de son fils Scott, était, je pense, une façon de mieux vivre, de mieux appréhender l'existence. Et continuer encore et encore et encore à tourner jusqu'à son dernier film. Pour moi, un chef-d'œuvre, Les Sentiers de la Perdition, sorti en 2002, de l'excellent Sam Mendes, qui n'est pas juste un réalisateur ou un scénariste de cinéma, mais qui a travaillé pour le théâtre et qui a donc une façon très particulière de gérer ses acteurs et de vraiment, à la différence d'autres, de chercher ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, y compris ceux qu'ils n'ont pas. J'estime que Tom Hanks, Daniel Craig et Jude Law dans ce film sont extraordinaires. Et ils sont à contre-emploi de tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. Vraiment, Les Sentiers de la Perdition, je vous invite, le lien sera dans la description. C'est un film mafieux, intelligent, sombre, psychologique, qui est vraiment excellentissime. Je répète, même Paul Newman, quand je l'avais vu étant beaucoup plus jeune, je n'avais même pas reconnu Paul Newman. Alors qu'il y a eu un tel travail sur l'âme des personnages et la façon de rentrer vraiment dans la peau de ces derniers, qu'on ne reconnaît personne. Daniel Craig, que je n'avais jamais vu comme ça, y compris dans certains films un peu d'auteur, etc., qui étaient vraiment horribles et en même temps génial. Donc c'est un film qui est vraiment très très beau, qui semble un film mafieux des années 2000 plutôt classique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et on voit un Paul Newman en parrain, toujours taciturne, mais avec une présence inouïe, une stature, une beauté même, on peut dire, pour un vieux monsieur qui avait déjà, je crois, 70 ans et qui avait une classe vraiment impressionnante et qui se fait abattre, désolé du spoil, par Tom Hanks, et qui est sa dernière, c'était dingue de voir que sa dernière apparition au cinéma est un assassinat. Alors que les rôles de mafieux n'ont pas toujours été dans ses cordes et ce qu'on lui a proposé. Il est mort malheureusement 6 ans après. On a pris sa voix dans le dessin d'animation Pixar Cars, mais il est mort, c'est ça, il est mort ils ont fait ça entre 2002 et 2006 et il est mort en 2008. Et il a laissé derrière lui donc toute une fondation, une famille détruite évidemment, et en même temps une carrière de cinéma suffisamment riche pour n'importe quel cinéphile. Donc voilà, c'était que du bonheur. Ça a été un grand moment
et un moment littéraire très accessible, très touchant. Et en même temps, on peut voir à quel point il était torturé, à quel point la vie n'était pas un long fleuve tranquille pour lui malgré les succès. Et on va se quitter sur un passage qui m'a beaucoup interpellé et qui vient de lui une fois de plus et qui prouve à quel point derrière les caméras, le strass et les paillettes, c'était pas évident pour lui. Donc page 57, mon seul cauchemar récurrent est exclusivement sonore et il ne m'a jamais quitté. Il est très flou et commence de façon très paisible. Une simple impression de nuage sans rien d'inquiétant. Et puis, on dirait que ces nuages s'accompagnent d'un bruit impossible à définir. Peut-être un bruissement de feuilles, peut-être un murmure d'eau, mais de plus en plus fort, de plus en plus proche. Quelque chose bouillonne et enfle, toujours indistinct. Ça enfle et on ne peut pas faire plus fort. On ne peut pas faire plus proche. Mais c'est toujours plus fort et plus proche. Et plus fort et plus proche. Et plus fort et plus proche. C'est le vent et la mer, c'est du bruit, mais ça reste impossible à cerner. Du plus loin qu'il m'en souvienne, j'ai toujours fait ce cauchemar, jamais précis, mais menaçant. Ce cauchemar m'a hanté bien avant que je prenne l'avion pour la première fois, a fortiori en plein orage. Pourtant j'y éprouve une même menace, et ça me terrifie. Paul Newman, La vie extraordinaire d'un homme ordinaire, aux éditions La Table Ronde. Je mettrai le lien Fnac pour vous le procurer dans ma chronique sur Paideia, pour que vous puissiez l'acheter, pour l'offrir, pour les fêtes de Noël et même bien après, pour avoir toujours un peu de Paul Newman avec soi en plus de ses films. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à très vite sur Paideia. Merci à vous.